Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Medi 1. Merci de nous rester fidèles. Le nord du Burkina Faso est depuis 2015 la cible d'attaques récurrentes et d'enlèvements attribués à des groupes terroristes. La dernière en date est celle d'Inata qui a fait plusieurs victimes, principalement des gendarmes. L'attaque dont le rapport a été remis au président Kaboré a d'ailleurs emporté l'ancien gouvernement burkinabé. Quels chantiers attendent le nouveau gouvernement dirigé par le docteur Lassina Zerbo? Quelles solutions pour faire face au terrorisme et à l'insécurité au Burkina Faso? Les réponses, ce sera en première partie d'émission. Au Bénin, les opposants Joël Aïvo et Rekia Madougou ont été condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison pour des faits d'atteinte à l'autorité du gouvernement ou bien de terrorisme. Les condamnations proviennent de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ce qui a suscité des indignations dans le pays et au-delà. La justice béninoise est-elle à la merci du président Talon? Ces condamnations d'opposants et autres restrictions des libertés, est-ce un recul démocratique dans le pays? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons M. Mamadou Seck. Vous êtes spécialiste en géopolitique. Toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Merci. En face de vous, nous avons M. Amadou Dramé, qui est également spécialiste en géopolitique sous-régionale. Également un plaisir de vous recevoir, M. Dramé. Le plaisir est partagé, M. Sow. Et je reste d'ailleurs avec vous, comme je le disais en introduction. Depuis quelques années, le Burkina est victime d'attaques et d'enlèvements. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que le pays soit cible d'attaques terroristes récurrentes? Merci, M. Sow. Une question très pertinente. Depuis 2015, en effet, avec la chute de Blaise Compaoré, le Burkina subit beaucoup d'attaques terroristes, emportant des symboles de l'État, emportant des forces de défense et de sécurité, et depuis un certain temps, ciblant des populations. Alors, il y a plusieurs facteurs par rapport à ça. Il y a plusieurs causes. Il y a des causes externes, il y a des causes internes. Au niveau interne, d'abord, vous verrez que certains disent que le président Blaise Compaoré a réussi à canaliser d'une certaine façon les terroristes pour que ces derniers ne fassent pas d'attaque au sein du Burkina. Il y a aussi des problèmes communautaires, des conflits communautaires qui existent au niveau du Burkina entre Peuls, entre agriculteurs, entre éleveurs, moi je préfère. Surtout des conflits liés au foncier en milieu rural. Des conflits liés au foncier, les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau externe, il y a maintenant que les groupes armés terroristes ont plus d'armes, ont plus de moyens depuis la chute du président Kadhafi. Donc tout cela fait que dans cette zone principalement nord et nord-est, au niveau de la région des trois frontières, il y a beaucoup de tueries, beaucoup d'exactions qui sont perpétrées. Et comme vous le dites, cela a emporté ce gouvernement parce que les populations ne peuvent plus accepter qu'il y ait un gouvernement qui ne soit pas capable de gérer efficacement la sécurité des personnes et des biens. Donc aujourd'hui, il peut être établi aussi un lien entre la chute de l'ancien président Blaise Compaoré et la situation insécuritaire que connaît le pays depuis plusieurs années. Indubitablement. De toute façon, nous avons constaté que quand Blaise était là, il n'y avait pas d'attaque terroriste au niveau du Burkina. Depuis la chute de Blaise Compaoré, les attaques ont continué et n'ont cessé de s'aggraver. Donc on peut valablement penser qu'il y a un lien entre cela et puis les anciens compagnons de Blaise, où sont-ils? Il y en a qu'on ne voit plus. Donc tout cela peut penser quand même qu'il y a, au-delà de l'aspect terroriste, il y a aussi des soubassements politiques qui viseraient à, en tout cas, perturber ce gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré. Et parlant de gouvernement, M. Seck, la situation sécuritaire au Burkina est d'ailleurs à l'origine de la démission du gouvernement d'Abré, comme je le disais en introduction. On les accusait d'incapacité de gérer la situation d'insécurité qui se présentait dans le pays. Mais pour l'actuel Premier ministre Lassina Zerbo, dont le gouvernement compte 26 membres, l'heure est à la cohésion et à la tolérance pour lutter contre la violence terroriste qui frappe le pays. Mais le problème au Burkina, est-ce vraiment un problème de gouvernement pour faire face à la situation sécuritaire? En fait, merci M. Sow. Moi, je pense que la situation du gouvernement Diabira était devenue intenable. Intenable par rapport à beaucoup d'éléments. Le premier, c'est d'abord les manifestations de l'opposition burkinabé par rapport notamment au convoi
français qui devait passer par là et qui devait partir donc de la Côte d'Ivoire, qui devait passer par le Burkina, par le Niger, pour arriver à Tombouctou. On a vu tout le sentiment anti-français qui était là. Et ensuite, il y a eu des manifestations après, disons, le drame d'Inata. Donc, la position du gouvernement Diabiré était devenue Diabiré 3, parce que c'était la 3e fois que Diabiré était nommé Premier ministre. Donc, cette situation est devenue intenable. Et les manifestants avaient déjà commencé à parler de la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré lui-même. Donc, je pense qu'il était normal que le président burkinabé puisse mettre quelque part un certain fusible, ou bien un autre fusible, entre lui et le peuple. Et les manifestations étaient devenues récurrentes. Aujourd'hui, changer de gouvernement, alors que les questions de sécurité aussi sont gérées au niveau de la Défense, et c'est le même ministre de la Défense qui est reconduit, tout comme d'autres ministères de souveraineté, à savoir les finances et autres. Ouais. Est-ce vraiment un changement également? Ce qui est remarquable, c'est que c'est le même ministre de la Défense, Semporé, qui a été reconduit, mais c'est également le même ministre de la Sécurité, Koné, qui a été reconduit. On peut même aller jusqu'au ministre de la Réconciliation nationale, qui a été également reconduit. Donc on a un peu l'impression qu'on veut faire du neuf avec du vieux. Mais quand même, on peut quand même donner un préjugé favorable au nouveau Premier ministre, Lassine Zerbo. On peut considérer que celui-là, étant un homme neuf dans le landerneau politique burkinabé, on peut considérer qu'il puisse apporter réellement des solutions. De toute façon, ce que le peuple burkinabé demande, c'est surtout la sécurité. On reste avec la sécurité, j'en viens à vous, M. Dramé. Pour la classe politique burkinabé, corruption politique, mauvaise organisation sont les mots qui minent les forces armées burkinabées. Le président Kaboré lui-même, après l'attaque d'Inata, avait dénoncé des problèmes liés à l'alimentation et aux primes des soldats sur le terrain. Comment aussi, dans ces conditions, l'armée burkinabé peut faire face à la menace terroriste? Mais c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle a refusé le premier rapport qui lui a été adressé. Dans une société, en tout cas, où les FDS, les forces de défense et de sécurité, ont des problèmes d'équipement, des problèmes de nourriture, jusqu'à même manifester, des problèmes de renseignement, des problèmes de support aérien, bien évidemment qu'il est incapable. Je précise d'ailleurs qu'il a reçu le deuxième rapport. Oui, il a reçu. Et c'est très normal que ces FDS ne puissent pas vraiment endiguer convenablement la menace terroriste. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a une inadaptation entre les moyens utilisés et le terrain. Vous savez, les groupes armés terroristes utilisent des pick-up, utilisent des motos, qui sont adaptés au terrain qui concerne la zone, la région, la province de Soum, où il y a eu des exactions, qui concerne l'Est, dans cette zone des 3 frontières. Mais quand vous avez l'armée utilise des équipements lourds. Et ce qui est plus grave, c'est ce qui a été dénoncé lors du forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président Bazoum le disait et le regrettait. Quand des fois, les groupes armés terroristes ont plus d'armes que les forces de défense et de sécurité. Mais ça devient grave. Et c'est ce qu'il y a au niveau du Burkina Faso. Et c'est ce qui a emporté ce gouvernement. Effectivement, c'était le fusible. Parce que ce qui, au finish, ça allait être le président qui devrait quitter le pouvoir pour incompétence, incapacité pour endiguer le terrorisme. Donc, c'est des questions qui sont liées comme je vous dis, aux sous-équipements qui font que ce gouvernement a du pain sur la planche. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que des rebelles ou terroristes soient mieux équipés que l'armée du pays, en fait? Mais c'est un peu quelque chose qui peut être perçu dans ce nouveau gouvernement. Vous savez, vous avez tout à l'heure, un gouvernement qui était une trentaine de ministres a été réduit à 26 ministres. Donc, on peut valablement penser encore une fois que c'est dans l'objectif de dominer le train de vie de l'État et de réaffecter les fonds peut-être au FDS. Ça on peut le dire. Mais l'autre chose, c'est que aussi la chute de Kadhafi a mis à disposition des groupes armés terroristes beaucoup d'armes. Et l'autre aspect que les gens oublient, c'est que ces groupes armés terroristes ont des visées économiques et ils cherchent à s'emparer de cette zone d'Inata. Cette zone d'Inata, c'est l'une des zones les plus riches en or dans cette guerre. Ce n'est pas anodin qu'ils cherchent à s'emparer de cette zone. Dès l'instant qu'ils auront la main sur l'or, c'est sûr qu'ils auront beaucoup de ressources financières qui leur permettront de s'approvisionner facilement
Une sorte de butin de guerre. Absolument. Et je précise aussi que le haut commandant ou bien le chef d'état-major également des armées burkinabé a été changé. Actuellement, c'est le général de brigade Gilbert Ouedraogo qui lui a annoncé une réorganisation des forces en interne et un redéploiement sur le terrain. Mais au-delà, ne faudrait-il pas mieux équiper et mieux former les forces armées burkinabé aux enjeux actuels liés au terrorisme, comme l'a dit tout à l'heure M. Dramé? Vous savez, M. Sow, il y a deux situations qui sont très liées. C'est la situation sur le terrain militaire et la situation au niveau de la corruption. Parce que souvent, nos forces armées ne peuvent pas être contrôlées par, disons, toutes les institutions qui sont là pour contrôler, pour s'occuper de la lutte contre la corruption, etc. Parce qu'on nous parle souvent du secret défense. Donc, ce qui se passe dans la réalité, c'est que les généraux, c'est que le ministre de la Défense, c'est tous ceux qui sont liés un peu à l'approvisionnement de nos armées, détournent, en quelque sorte, une bonne part de ce qui était destiné à l'approvisionnement des militaires. Alors, cette question de la corruption, elle est extrêmement importante. Je pense qu'on ne peut pas la contourner, ni au Burkina Faso, ni dans nos États, pour pouvoir mieux approvisionner nos armées et faire face aux forces terroristes. Mais il y a également autre chose. C'est que, généralement, les guerres, disons les conflits contre les forces armées terroristes, sont souvent des conflits qui sont asymétriques. Et là, c'est un problème qui est réel, parce que si on revient au problème burkinabé, le nord, notamment la zone de Soum, avec notamment Ibrahim Malam Dicko, qui a déjà démarré avec Mohamed Koufa au Mali, avec la Katiba. Et maintenant, ce qu'on a actuellement, c'est que Ibrahim Malam Dicko a cristallisé, on va dire, toutes les frustrations des peuples par rapport, je ne veux pas trop parler de ça, mais bon, par rapport aux querelles qu'on a eues entre agriculteurs et éleveurs, par rapport également à tous les problèmes sociologiques liés à cela. Et il est extrêmement... Il ne faudrait pas alors régler ce problème-là à la base, c'est-à-dire ces problèmes entre communautés ou entre ethnies. Est-ce qu'il ne faudrait pas également régler ces problèmes à la base pour mieux lutter contre la menace sécuritaire? Moi, je pense qu'il faut avoir une vision globale de la question. M. Dramé a parlé tout de suite de facteurs exogènes et de facteurs endogènes. Moi, je crois qu'il faut lier ces deux types de facteurs-là pour pouvoir régler les questions liées un peu au djihadisme. Et allez-y. Par rapport peut-être à ces différents cas entre communautés, je crois que là aussi, l'Afrique a intérêt à se réveiller un peu et à valoriser son histoire. Vous savez, moi je suis étonné aujourd'hui qu'on dise qu'il y a des problèmes entre communautés Peul, entre agriculteurs, entre éleveurs. Parce que moi je ne préfère pas mettre des trucs sur les ennemis. C'est très souvent entre agriculteurs et éleveurs. Et ces problèmes-là n'existent pas présentement qu'au Burkina, il y en a au Mali, il y en a partout ailleurs. Mais dites-vous, comment se fait que ces populations ont vécu durant des centaines d'années ensemble, alors qu'ils ont eu des problèmes, ils les ont réglés ensemble, ils ont vécu convenablement? Pourquoi l'Afrique ne devrait pas en ce moment revisiter son histoire et valoriser ce qu'on appelle les mécanismes traditionnels de résolution de conflits? Il y en a. Et certains l'ont dit, vous savez. Il y a l'arbre à palabre, il y a le cousinage à plaisanterie. Il y en a énormément. Et les gens ont réussi à vivre convenablement et vraiment de façon harmonieuse. Mais malheureusement, quand les Africains, certains présidents, cherchent à négocier avec ce qu'ils appellent des touristes, l'Occident refuse. Et c'est parce que l'Occident n'a pas compris que le terrorisme qu'il y a en Occident, c'est différent du terrorisme que nous avons le plus souvent en Afrique. En Occident, il y a ce qu'on appelle une radicalisation islamique. C'est l'islam qui, à un moment donné, est radicalisé, qui cherche à convaincre, à forcer l'autre à embrasser l'islam. En Afrique, très souvent, c'est une islamisation des radicalités, on le dit. C'est une islamisation des radicalités. Il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de reconnaissance de l'État, il y a une absence de l'État dans certaines parties du territoire, au niveau du Burkina Faso. Et ces gens-là, pour se faire entendre, pour se faire valoir de cette chose, se couvrent du manteau islamique pour revendiquer. Donc pour ces gens, la solution, ce n'est pas de leur faire la guerre indubitablement. Il faut de temps en temps négocier pour trouver des problèmes par rapport à la... Donc la négociation, autant pour moi, avec les terroristes pourrait constituer une solution à la menace. Absolument. Il y a ce qu'on appelle des solutions à court terme, des solutions à long terme.
À court terme, et bien évidemment, face à une menace prégnante, il faudrait que des FDS agissent pour endiguer, pour enrayer la menace. Maintenant, à long terme, il faut négocier, il faut asseoir la présence de l'État à travers des infrastructures, à travers l'accès aux services sociaux de base, à travers les symboles forts de l'État. Il faut que la population se reconnaisse dans cet État-là. Mais très souvent, regardez là où se passent les crimes terroristes, c'est au niveau de la zone des 3 frontières, très loin des instances de décision. La plupart du temps, l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et ce qui est plus grave, c'est quand les touristes viennent, ils cherchent même à avoir maintenant l'accord des populations, ils cherchent à lever des impôts, ils cherchent à leur montrer que l'État n'est pas là, mais nous sommes là. Maintenant, ce qui résiste... À se substituer à l'État en quelque sorte. C'est ça. Ce qui résiste, c'est ceux-là qui subissent vraiment la furie des terroristes. Est-ce qu'il ne se pose pas aussi un problème pour ce qui est des renseignements? Je m'explique. Aujourd'hui, un pays comme le Burkina, pour ce qui est de l'attaque de Solane, qui a été l'attaque la plus meurtrière dans le pays, les enquêtes ont montré que l'attaque a été perpétrée par des enfants et les cerveaux étaient des femmes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un problème de renseignement, que ce soit au niveau du Burkina ou d'autres pays au niveau du Sahel, pour faire face à cette menace terroriste-là? Bien évidemment, il y a un problème de renseignement. Vous savez, le renseignement est assujetti à plusieurs facteurs. Mais le plus important, c'est les moyens. Mais quand un État peine à alimenter convenablement ses hommes, ses forces de défense et de sécurité, imaginez-vous que cet État-là a du mal à être renseigné convenablement. Et l'autre chose qui existe aussi, c'est que aussi les groupes armés terroristes ont accès maintenant aux NTIC. Ils sont aussi bien équipés, ils ont accès aux téléphones satellitaires. Ils sont aussi bien équipés que les FDS. Mais tout compte fait, je crois que le premier palier du renseignement, c'est avoir avec vous la population. Vous avez vous la population, vous avez toutes les informations. Vous perdez la population, vous perdez l'information, vous perdez la possibilité d'avoir un renseignement utile. Monsieur Seck, pour mieux lutter contre le terrorisme, c'est vers ses partenaires français que s'est tourné ou bien que compte se tourner le président Kaboré. D'ailleurs, une séance de travail a eu lieu mi-décembre dernier, consacrée aux forces Barkhane et Sabre. Quelle efficacité aujourd'hui des forces françaises au vu de leur expérience dans le Sahel? Disons que j'ai donné une réponse péremptoire. Moi, je dirais aucune. Je ne considère pas que les forces françaises puissent régler le problème du terrorisme au Sahel, globalement. Je crois que, et je maintiens ma position, que c'est une situation qui est beaucoup plus sociologique, qui est beaucoup plus interne, qui est beaucoup plus endogène, qu'une situation exogène. Ça veut dire, bien sûr, il y a des facteurs exogènes, notamment les armes qui nous viennent de la Libye. Il y a aussi d'autres facteurs exogènes, notamment la présence quand même du GIA, du groupe islamique, etc. Mais de toute façon, on a beaucoup plus de facteurs endogènes que de facteurs exogènes. Et pour régler la question, il faut parler aux populations. Il faut que l'État soit un peu plus présent. Il faut également essayer de toutes ces questions qui constituent un terreau fertile d'antagonisme communautaire. Parce que ce qu'on voit, par exemple, au Mali, c'est qu'on a les Dogons qui se... Moi, je parlerai des ethnies, parce que de toute façon, il faut en parler pour pouvoir comprendre réellement le problème. On voit les Dogons qui s'attaquent aux Peuls. Quand on vient au Burkina Faso, on a également certaines populations moussi qui s'attaquent aux Peuls parce que c'est pratiquement un délit de faciès. Ils les considèrent comme étant essentiellement des terroristes. Et si on en arrive là, il faut aller au-delà que la question essentiellement sécuritaire ou militaire. Il faut aller vers d'autres, on va dire, il faut aller vers des solutions plutôt sociologiques et économiques. Et économique aussi, parce que la pauvreté est également un terreau fertile pour le terrorisme. Et aujourd'hui, face à la situation, un pays comme le Mali a opté de se rapprocher de la Russie pour aujourd'hui renforcer les forces de défense et de sécurité maliennes. D'ailleurs, le Premier ministre Choguel Maïga avait même lancé un appel au gouvernement burkinabé pour travailler ensemble dans cette dynamique pour mieux lutter contre le terrorisme. Que pensez-vous d'une telle posture ou bien d'une telle solution? Bon, ce serait peut-être des solutions conjoncturelles. Autant la présence française que la présence russe à travers Wagner, ce sont des solutions conjoncturelles. Mais je crois que le véritable problème, il faut aller les trouver au niveau des ressorts de nos peuples. Parce que c'est là où se trouve le problème. Le terrorisme n'est pas venu comme ça, ex nihilo. Pour parler par exemple de la situation au Mali et au Burkina Faso, mais tout le monde sait que l'islamisme n'est pas nouveau. L'islamisme n'est pas nouveau parce que ces pays ont été traversés pendant l'histoire. Par exemple, Ousmane Dan Fodio,
Cheikh Ahmadou, qui a fondé l'Empire du Massina. Mais on les a considérés à un certain moment comme des islamistes avant l'heure. Donc, faire une lecture historique de cette question-là nous permettra peut-être de mieux la comprendre. Et M. Dramé, aujourd'hui, est-ce que aussi le démantèlement du régime de sécurité présidentielle qu'on jugeait fidèle à Compaoré n'a pas aussi été un problème? Aujourd'hui, on constate que beaucoup de ces anciens commandants sont soit poursuivis ou bien en exil ou dans d'autres situations. Est-ce que cela n'aggrave pas également le problème interne de l'armée burkinabé? Bien sûr, ça aggrave le problème interne de Burkina Faso. Mais avant de revenir à ça, j'aimerais un peu parler sur l'apport de la France dans la zone. Allez. Vous savez, à ce niveau, moi, je crois que l'apport de la France doit être un appui. Mais principalement, les solutions doivent être des solutions africaines. Vous savez, le président Idriss Déby le disait, malheureusement, il a perdu la vie tout de suite après au front. Il disait qu'il est temps, lors du dernier sommet du G5 Sahel, qu'on fasse une africanisation de la gestion du conflit. Moi, je veux bien qu'on... Et c'est d'ailleurs ce que son pays avait commencé, puisque le Tchad est le pays qui déployait le plus de troupes sur le terrain dans un peu la zone du Sahel. Absolument. Et il y a d'autres pays en Afrique qui réussissent à endiguer le phénomène. Moi, je veux parler par exemple du Maroc qui est revenu au niveau de l'Union africaine. On parle de la force africaine en attente. Mais c'est un pays qui réussit malgré tout à tenir choc. Un pays qui a l'un des forces de renseignement les plus efficaces du continent. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'inspirer en quelque sorte aussi de ce modèle marocain? Au-delà de s'inspirer, il faudra instaurer vraiment une coopération sud-sud efficace qui est capable de prendre en charge nos problèmes africains. Moi, je crois que c'est ça la solution. Maintenant, les autres continents viendront en appoint. Mais il faudrait que la chose soit vraiment bien assise au niveau du continent africain. On a des pays qui ont l'expérience, utilisons cette expérience-là. On a des pays qui ont l'engagement, utilisons cet engagement. Parce qu'au-delà de tout, le problème est africain. Maintenant, revenant un peu à votre question par rapport au démantèlement du régime de sécurité. Mais évidemment, c'est un problème. Vous savez, moi, j'ai bien aimé un peu ce qu'a fait le jeune Idriss Déby quand il est venu au pouvoir. Vous savez, dans certains moments de la vie d'une nation, il est plus important de se rassembler autour de l'essentiel que de chercher à des poursuites. Parce que vous faites des poursuites, bien, les gens se mettent dans une posture hostile. Et c'est ce qui est arrivé. Certains même disent qu'il y a des anciens compagnons du président Compaoré qui aident les terroristes parce qu'il y avait des gens qui étaient dans le secteur du renseignement qui est quelque chose de très important dans la lutte contre le terrorisme. Donc, mais est-ce que le même modèle tchadien peut être appliqué au Burkina, surtout avec l'affaire Sankara qui est en cours, le procès de l'affaire Sankara? Oui, mais je ne peux pas dire que le procès de l'affaire Sankara ne vient pas en son heure. Mais je dis que le problème majeur actuellement au Burkina, c'est un problème sécuritaire. Si on y prend garde, ce qui est arrivé au Mali arrivera au Burkina, les terroristes vont marcher sur la capitale. Donc je crois que ce qui est important actuellement, c'est de focaliser de façon importante sur ce qui a emporté ce gouvernement, c'est-à-dire que gérer l'aspect sécuritaire. Gérer l'aspect sécuritaire, mais un gouvernement, celui de Christophe Dabiré, est certes tombé au Burkina, mais l'insécurité demeure dans le pays, surtout au nord, comme vous l'avez développé tout à l'heure, qui est une zone riche en ressources naturelles. Et les réponses de l'État semblent inadaptées et contribuent même parfois à la spirale de la violence. Quelle solution efficace aujourd'hui face à la menace terroriste et à l'instabilité que connaît le pays? Je vais revenir à la réponse de tout à l'heure, parce que de toute façon, moi je considère que les solutions doivent être internes, comme l'a dit tout de suite M. Dramé. Je persiste, ces solutions doivent être internes parce que le conflit est d'abord un conflit endogène. C'est peut-être... et je vais également rebondir sur quelque chose. Vous savez, au Burkina Faso, c'est encore un peu plus compliqué qu'au Mali. Parce qu'au Mali, il y a beaucoup d'espace. Le Burkina Faso est un pays enclavé de à peu près 274 000 km². Donc ce pays enclavé-là, avec beaucoup d'ethnies, avec à peu près 62% de musulmans, pose un peu plus de problèmes qu'au Mali, parce que l'espace est un peu plus dégagé au Mali. Donc ce qu'il faudrait, c'est essayer de mettre en place une solution interne à la question. Et cette solution doit également intégrer des éléments aussi bien sociologiques qu'économiques,
parce que, je répète, la pauvreté est un terreau fertile pour le terrorisme. Je reste sur ce point-là, la pauvreté, sur quelques secondes, puisqu'on en est presque à la fin de la première partie. Le pays traverse une grave crise économique ainsi qu'une crise sociale, avec les populations qui de plus en plus manifestent contre l'instabilité ou bien l'insécurité persistante dans le pays. Les Nations Unies ont d'ailleurs annoncé 4 millions de dollars pour renforcer la gouvernance des zones frontalières entre le Burkina et la Côte d'Ivoire pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits. Selon vous, M. Dramé, quel mécanisme efficace aujourd'hui pour la résolution de ces crises sociales autant pour moi et économiques qui à terme aussi peuvent déboucher, comme l'a dit M. Seck, à une radicalisation? Bien sûr, c'est ça la conséquence néfaste, c'est la radicalisation des populations, ou bien que les populations préfèrent aller avec des terroristes au lieu d'être... Quelle solution à ces crises économiques et sociales? Est-ce que l'aide internationale seulement suffit face à de telles situations? Bon, il y a l'aide internationale, mais il y a aussi surtout gérer les problèmes de bonne gouvernance, très souvent. Problèmes de corruption, problèmes de détournement de fonds. Mais il faut aussi insister sur un facteur important, trouver une voie de sortie pour les jeunes. Raviver l'espoir chez les jeunes. En quoi faisant? En investissant l'aspect emploi, en investissant l'aspect éducation, en investissant l'accès santé. En un mot, investir sur l'accès facile au niveau des services sociaux de base. C'est ce qu'il faut. Investir sur l'homme, comme vous le dites, c'est également miser sur la démocratie. Et on va parler de démocratie au Bénin. Ce sera en deuxième partie d'émission. On se retrouve juste après. De retour sur ce plateau de Medi 1 pour la seconde et dernière partie du débrief. Et je m'adresse à vous, M. Mamadou Seck. Au Bénin, Joël Aïvo a pris 10 ans de prison ferme pour complot contre l'autorité de l'État et 20 ans pour l'ex-garde des Sceaux, Rekia Madougou, condamné pour terrorisme. Quelle lecture faites-vous de ces verdicts prononcés contre ces deux opposants béninois? En fait, je considère que le président Patrice Talon, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2016, a entraîné le Bénin dans une sorte de dérive autoritaire. Parce que vous venez de parler de la condamnation de Joël Aïvo et de Rekia Madougou, mais il faut remonter un peu à 2020 avec la condamnation de Sébastien Ajavon. On a un peu l'impression qu'il est en train de réduire l'opposition béninoise à sa plus simple expression. Ou bien les opposants sont en prison, ou bien ils sortent du pays, ils sont en exil. Et cette dérive autoritaire, elle est palpable, elle est visible parce que le Bénin, qui était à un certain moment un exemple de démocratie en Afrique, de même que le Sénégal et le Cap-Vert, en tout cas en Afrique occidentale, le Bénin est en train de devenir à la limite même une dictature. Hein. On peut même parler de dictature, comme vous avez dit tout à l'heure. Ok, de démocrature. De démocratie voilà, et de dictature. Mais je pense qu'il faut avoir également une analyse un peu plus globale. Ce n'est pas seulement le Bénin, c'est toute l'Afrique francophone qui est en train d'être, de toute façon, dans une certaine mesure, qui est en train d'entrer dans une dérive autoritaire, avec notamment des accusations contre le terrorisme et des lois sur le terrorisme, avec également des élections avec quelque part des scores staliniens. On a l'impression qu'on a un recul démocratique général en Afrique francophone. Et comme l'a dit M. Seck, M. Dramé, pour les opposants béninois, actuellement, ils sont réduits à soit aller en prison ou bien s'exiler. D'ailleurs, ils considèrent que depuis l'accession de Talon au pouvoir, c'est un acharnement qui détruit les libertés individuelles et collectives dans le pays. Partagez-vous leur avis? Mais je le partage. C'est une régression vraiment de la démocratie. Et quand on se rappelle que le Bénin est l'un des pays qui a vécu une alternance démocratique, ce qui avait beaucoup enchanté l'Afrique, un pays qui a mis en œuvre le multipartisme, un pays vraiment qui a vécu des avancées démocratiques significatives et qui aujourd'hui va jusqu'à emprisonner des opposants avec des tribunaux ou bien des cours de justice taillés sur mesure, ou bien en tout cas avec des objectifs précis. Donc ça devient regrettable. Et la population manifeste tout le temps. La population n'est pas d'accord. Ça ne peut pas continuer. Malheureusement, nous étions tout à l'heure dans un thème qui parlait de terrorisme. Les populations ont intérêt à respecter les acquis démocratiques, les autorités.
les élus ont intérêt à respecter les acquis démocratiques. Nous ne pouvons pas être dans une zone, le Bénin est limitrophe avec le Burkina Faso. Un pays qui de temps en temps subit des attaques ou bien des soubresauts, a intérêt à, en tout cas, pacifier, maintenir une certaine stabilité sociale. Oui, pacifier son espace politique. Donc vraiment, c'est regrettable et c'est ce que nous voyons et ça ne peut pas perdurer. Je trouve quand même que le président a intérêt à renouer avec le dialogue national, à renouer avec la démocratie. D'autant plus que le président a eu à recevoir l'ex-président Yahi Boni. Nous, on croyait quand même qu'à l'issue de cette rencontre, on aurait un changement de paradigme. Mais nous avons été vraiment surpris de voir que rien ne change. D'autant plus que Yahi Boni l'avait invité à libérer tous les détenus dits politiques. Absolument. Et le retour d'exil également des opposants, mais on a l'impression que son appel n'a pas été entendu. C'était le bouée de sauvetage, c'était vraiment la phase décisive pour décrisper la situation politique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, manifestement. Et les opposants sont emprisonnés. Et ça montre un autre aspect qui est vraiment un problème au niveau de la justice. Nos justices africaines, en tout cas au niveau de la CEDEAO, très souvent ne sont pas indépendantes. Vous avez vu même, il y a un juge qui a fui le pays à un moment donné. Une façon de montrer que ces juges ne sont pas libres. Et vraiment, il va falloir que nos législations statuent de façon importante, de façon en tout cas décisive, sur l'indépendance de la justice. Au moins, parce que une justice indépendante est le garant de la démocratie. Très souvent, les exécutifs ont tendance à utiliser la justice quand elle n'est pas indépendante. Donc, trouvons une justice indépendante. Maintenant, des statuts au moins qui leur permettent de travailler convenablement et d'être équidistants entre les potentiels adversaires politiques. On va d'ailleurs revenir sur cette question de la justice et de ces cours qu'on voit un peu partout, que ce soit la CREI, que ce soit la CRIET, la CRIEF en Guinée et autres. On va y revenir plus globalement. Mais à côté des condamnations d'opposants comme Aïvo ou bien Madougou, on a également vu qu'il y a eu le parrainage. On a également vu que leurs candidatures à la présidentielle ont été rejetées. À terme, est-ce qu'on ne tend pas également vers un pays au Bénin, un pays sans opposition? Même si on le sait, l'ancien président Boni Yahi est toujours dans la politique, même si son âge ne lui permet plus de se présenter. Mais est-ce qu'on ne tend pas vers un Bénin sans opposition? C'est probable, hein? Mais de deux choses l'une. Vous aurez un Bénin sans opposition, vous aurez un Bénin avec beaucoup de contestations populaires. Vous savez, les oppositions ont ce rôle de catalyser les contestations populaires et en tout cas de les affirmer de façon civilisée. C'est ça le rôle d'une opposition. Une opposition n'est pas un ennemi. Vraiment, c'est un adversaire politique qui permet de recenser toute contestation au niveau de la population et de les porter avec la manière. Mais si vous endiguez, si vous enrayez cette opposition, mais vous aurez en face de vous la population. C'est sûr que la population béninoise va marcher de plus en plus. C'est sûr qu'il y aura des exactions qui seront commises de plus en plus. Et finalement, qu'elle est comme je vous l'ai dit, dans une zone avec des menaces sécuritaires, je ne crois pas que ça soit la bonne solution. Donc la solution, c'est quand même à un moment donné, de laisser cette opposition respirer démocratiquement. Et comment le pays en est arrivé là, M. Seck? Le Bénin, un pays qui était cité comme vitrine de la démocratie en Afrique subsaharienne, comment il en est arrivé là aujourd'hui? Bon, ce qu'on constate, c'est que c'est pas spécialement avec le président Patrice Talon. Depuis Yahi Boni, quand même, on a constaté des dérives autoritaires. Mais c'est vraiment avec le président Patrice Talon que ces dérives se sont affirmées. Et il faut peut-être voir le parcours de Patrice Talon. Depuis 1992, quand il a été accusé depuis 2012, quand il a été accusé de tentative d'empoisonnement. Donc, on a quand même un parcours atypique d'un homme d'affaires qui est arrivé au pouvoir, qui à un certain moment financé les hommes politiques, financé leur campagne électorale, etc. Et qui, à un certain moment, s'est lui-même imposé sur le champ politique. Et donc, on peut... Et il y a également autre chose. On sent le syndrome Kagame dans tout ce que fait Patrice Talon. Que voulez-vous dire par le syndrome Kagame? On a l'impression qu'il est fasciné par Kagame, dans ses discours, dans ses actes, dans ses sorties, par exemple, tout seul dans les rues de Cotonou. On a un peu l'impression qu'il est fasciné par Kagame. Mais il faut comprendre que ce n'est pas le même parcours. Ce n'est également pas les mêmes peuples. Parce que le peuple rwandais, je vous rappelle, est sorti d'un génocide. Et Kagame est arrivé au pouvoir par la force. Donc ce n'est pas la même chose. Patrice Talon est arrivé au pouvoir par la démocratie.
Et donc, il faut qu'il continue à exercer le pouvoir avec la démocratie. Parce que de toute façon, il va partir, en tout cas le mieux pour lui, c'est de partir par la démocratie. Parce que s'il part d'une autre manière, ce sera assez compliqué. Et en décembre dernier, M. Dramé, le département d'État des États-Unis s'est dit inquiet quant à l'ingérence politique dans le système de justice pénale du Bénin. Il s'est aussi alarmé pour la poursuite de l'érosion de l'espace dévolu à la dissidence par l'accroissement général des restrictions et l'autogestion participative et à la liberté d'expression et par le ciblage systématique des figures de l'opposition politique. Aujourd'hui, quel devrait être le rôle de la communauté internationale face à ce qui se passe au Bénin? Bien, le rôle de la communauté internationale doit être double. D'abord, comme elle l'a fait, en faisant des observations, des annonces. Mais la communauté internationale peut aller au-delà. La communauté internationale peut aller vers la mise sur pied de sanctions. La communauté internationale le fait. Parce que ce qui se passe manifestement au Bénin, c'est que nous avons un président qui confond la chose publique et la chose privée. C'est ce qui passe, c'est comme le cas de Donald Trump. Ça arrive à certains businessmen qui arrivent au pouvoir. Les milieux sont différents. Et très souvent, si on y prend garde, on a l'impression qu'on gère chaque chose personnelle alors que c'est différent. L'État, c'est le bien de tous. Donc la communauté internationale peut aller dans ce sens et je crains que cela va être le cas. Parce que les figures qui ont été quand même emprisonnées ne sont pas n'importe qui. Rekia Madougou n'est pas n'importe qui. Elle a eu vraiment à avoir beaucoup de glorification au niveau international. Je pense bien que ça peut, en tout cas, déboucher sur des sanctions si les choses ne changent pas au niveau du Bénin. Et manifestement, ce n'est pas le cas parce que quand n'importe quelle opposition est emprisonnée, finalement, qui va prendre la part? Il reste que Yahi Boni. Et Yahi Boni sans ces gens et de façon un peu ligotée. Donc je crois que la solution, c'est qu'il y ait des sanctions. Et je crois bien qu'il y aura des sanctions au niveau international. Des sanctions de quel ordre à peu près? Des sanctions économiques, très souvent, des restrictions de sortie du territoire. C'est très souvent les types de sanctions quand même que les organisations internationales prennent. Mais quelqu'un comme l'actuel président, à savoir Patrice Talon, n'est pas quelqu'un qui sort aussi très souvent du territoire. Et des sanctions économiques également, ça impactera plus les populations que les politiques réellement. Est-ce également la solution? Parce qu'on a vu que même une organisation comme la CEDEAO actuellement, de plus en plus, revoit ses sanctions et évite les sanctions économiques, mise plutôt sur des sanctions ciblées. Oui, mais l'objectif principal, c'est de limiter la casse. Quand même, la société internationale ne peut pas faire une ingérence directe. Donc, on est obligé, cette société est obligée de mettre sur place des sanctions. Maintenant, que les sanctions soient politiques, que les sanctions soient économiques, l'objectif, c'est au moins de faire changer les choses. Mais je dis une chose, les sanctions économiques ne sont pas seulement pour la population, parce que l'État, dans nos États ouest africains, nous vivons le plus souvent de cette manne financière qui vient de l'Occident, très souvent. Donc, une sanction économique peut en même temps peut-être fragiliser l'économie du pays, mais va certainement toucher l'aspect financier de cette élite qui dirige le continent, et surtout avec un président qui est homme d'affaires. Je pense que c'est un président qui est homme d'affaires, qui a des intérêts au niveau international. Donc je crois que c'est un canevas que la société internationale peut valablement utiliser. J'ai l'impression que vous vouliez réagir. Je veux juste réagir sur la déclaration du secrétaire américain. Vous savez, on a l'impression qu'il y a un partage des rôles en Afrique. L'Afrique est généralement laissée à la France, en tout cas une bonne partie de l'Afrique. Et les États-Unis, ils s'arrêtent juste aux déclarations d'intention, généralement. Et les seules sanctions qui pourraient peut-être avoir un impact au Bénin viendraient peut-être de la France. Si la France prend des sanctions contre le Bénin, cela aura un impact. Parce que de toute façon, Rekia Madougou n'est pas n'importe qui. Elle a été ministre des Affaires étrangères au Bénin. On sait quelque part qu'elle a également des relations... Oui, garde des Sceaux. Donc, ministre de la Justice, garde des Sceaux. On sait également qu'elle a des relations assez particulières avec notamment le président du Togo, Faure Gnassingbé. On se rappelle en 2016 que c'est elle qui était, disons, aux commandes de la réconciliation entre Yahi Boni et Patrice Talon. Donc, elle joue un rôle extrêmement important sur l'échiquier politique béninois. Maintenant, est-ce que la communauté internationale va réagir? Je ne le pense pas. Parce que Patrice Talon a pris la bonne température de la France avant d'agir. Moi, ce que je considère que les seules limites à cette dérive autoritaire doivent être données, ces limites-là, par le peuple béninois lui-même.
seul le peuple pourrait peut-être arrêter Patrice Talon. Aujourd'hui, une autorité politique béninoise comme Rekia Madougou, vous l'avez dit tout à l'heure, a contribué au rapprochement entre Talon et Boni Yayi. Et d'ailleurs, même lors de leur dernière rencontre, Boni Yayi l'avait appelé à l'apaisement et à un retour du dialogue inclusif dans le pays. Et pour ce dialogue-là, il fallait au moins des préalables, c'est-à-dire au moins la libération de tous ces détenus dits politiques, le retour des opposants exilés et tout. Mais on a comme l'impression que l'appel est tombé dans l'oreille d'un sourd. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? Je considère que c'est un jeu de dupes. Les relations entre Yayi Boni et Patrice Talon, c'est des relations qui sont extrêmement marquées par une certaine duperie. Je ne vais pas dire de la part de Patrice Talon, à mon sens. Parce que de toute façon, je ne sais pas, je l'ai dit sur ce plateau-là, je pense, et lors de leur réconciliation, on a vu que Patrice Talon a insisté sur le moi. Je me réjouis, je suis content. Donc, quelque part, on avait l'impression qu'il était content, quelque part, de poser un piège à Yayi Boni. C'est le piège de la réconciliation nationale. On l'a vu, juste après les élections, il a recommencé à poursuivre et à essayer un peu d'éliminer ses adversaires politiques, notamment Rekia Madougou, Aïvo, etc. Donc, moi, je considère que de toute façon, c'est un jeu de dupes. Et la réconciliation nationale, c'est juste une réconciliation de façade, comme on a l'habitude de le voir dans nos États. C'est juste pour discuter en attendant de renforcer un pouvoir autoritaire. C'est ça qu'on voit généralement. Tout à l'heure, M. Dramé, vous aviez commencé à développer sur la justice et la nécessité même d'une indépendance de la justice dans nos pays, gage de stabilité sociale et politique. Aujourd'hui, des cours comme la CRIET, la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme, comme la CREI au Sénégal, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, ou bien la CRIEF en Guinée, est-ce que ce ne sont pas également des cours à réformer ou bien même à dissoudre? Par exemple, dans un pays comme le Sénégal, la CREI a toujours été là, mais n'a jamais été utilisée ou bien n'a jamais été mise en branle. Mais aujourd'hui, on a vu qu'elle a été mise en branle, a condamné des gens pour enrichissement illicite. D'autres sont toujours poursuivis, les dossiers n'ont pas encore connu leur épilogue. Aujourd'hui, est-ce que ces cours-là ne doivent pas être réformés ou bien même tout simplement dissoutes pour surtout garantir cette indépendance-là de la justice? Alors, moi je crois que le principe, l'objectif principal de ces cours, moi je crois que c'est un objectif noble. Maintenant, c'est le fonctionnement de ces cours qui pose problème. Mais si vous permettez, je voudrais un peu rebondir avant de revenir sur ça. C'est un peu la mainmise de la France au niveau du continent africain, en l'occurrence au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par rapport à ce cas précis du Bénin. Vous avez parfaitement raison, au niveau même des Nations Unies, c'est la France qui est comme le tuteur de l'Afrique par rapport à toutes sortes de questions qu'on puisse régler. Mais l'autre chose aussi qui devrait se faire, c'est que la CEDEAO, l'Union africaine, ne devrait pas attendre qu'il y ait des coups d'État pour agir. Il faudrait vraiment prévenir. C'est dans cette dimension, en tout cas au niveau de cette étape-là, que la CEDEAO devrait donner des directives claires par rapport au respect de l'opposition, qui fait partie des fondamentaux d'un État démocratique, par rapport aussi à la liberté d'exercice de l'opposition. Je crois que la CEDEAO aussi devrait jouer sa partition. Mais nous rendons compte que c'est une structure qui fonctionne, moi je le dis, comme un syndicat de chefs d'État, ce que les gens ne veulent pas entendre. Restons même avec la CEDEAO. Est-ce que même cette organisation-là ne devrait pas être revue? Récemment, la CEDEAO a célébré les 20 ans de la commission de la charte plutôt de la bonne gouvernance et de la démocratie au sein de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, on voit que souvent, il y a problème quand il y a des coups d'État, ce qu'on peut appeler des coups d'État militaires, mais souvent, on n'a pas également la même fermeté de l'organisation quand il s'agit de tripatouillage de la Constitution ou bien de troisième candidature qui souvent ne sont pas conformes aux constitutions existantes. Aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO même ne devrait pas être réformée ou bien s'adapter par rapport aux situations qui se présentent à elle? Bien sûr, vous avez parfaitement raison, la CEDEAO doit être réformée. Et la CEDEAO doit jouer sa partition quand il s'agit de tripatouiller, comme vous l'avez dit, des constitutions, quand il s'agit de bafouer des principes démocratiques. Mais la CEDEAO n'agit que quand il y a un coup d'État. Et finalement, on a l'impression que c'est un syndicat de chefs d'État qui protège les chefs d'État. Mais pour que cela puisse changer, dans ce genre de structure, je crois qu'il faudrait donner plus de pouvoir aux commissions.
c'est que tant que c'est les chefs d'État qui sont au sommet, ce qui est normal, mais quand même qui ne trouvent pas qui ne règlent pas le problème. Les chefs d'État sont concernés directement quand il s'agit de certaines questions. Donc, à mon avis, pour que les choses changent, il faudrait que la Commission soit forte. Mais aussi, il faudrait que la Cour de justice de la CEDEAO aussi joue sa partition correctement. Qu'on lui permette d'édicter des sanctions qui seront appliquées d'une façon ou d'une autre par les États. Mais dans ce cas-là, M. Dramé, la Cour de justice de la CEDEAO joue son rôle. Ce sont plutôt les États qui ne se conforment pas aux décisions de cette Cour. Mais c'est parce donc, est-ce que le problème ne vient pas des États plutôt que de la Cour? Non. Puisque dans la charte de la Cour, les États doivent se conformer à ces décisions-là issues de la Cour, puisque c'est une Cour communautaire. Mais souvent, ce sont les États qui ne respectent pas les décisions qui sont issues de cette Cour. Mais c'est parce que là aussi, il n'y a pas de problème. C'est parce que la Cour n'a pas de force coercitive. La Cour ne peut pas obliger les États à agir. Je crois que si les gens investissent ce secteur, la Cour aurait pu peut-être... Parce que très souvent, c'est le cas quand il y a un recul démocratique, l'opposition se réfère à cette Cour. La Cour prononce une sentence, mais la sentence n'est pas exécutée par les États. C'est parce que la Cour n'a pas une possibilité d'obliger les États à agir. Et il faudrait revoir, s'il le faut, le principe fondamental même de conscience de cette Cour-là. Lui donner une possibilité d'imposer que telle décision de justice soit appliquée au niveau des États. Monsieur Seck, est-ce que cela ne fragilise pas aussi ces cours communautaires? C'est-à-dire que les décisions qu'elles rendent ne sont pas souvent respectées par les États membres qui pourtant sont signataires du traité de ces cours-là. Est-ce que cela ne fragilise pas l'institution? En fait, au-delà même des décisions rendues par notamment la Cour de la CEDEAO, je pense qu'il faut revoir même le fonctionnement de la CEDEAO. Parce que il est difficile d'avoir de la démocratie sans démocrate. Et ce qu'on constate, c'est que les textes peuvent être les meilleurs au monde. Mais ce n'est pas seulement un problème de texte, c'est un problème de pratique démocratique. Et nos chefs d'État n'ont pas cette bonne, disons, cette pratique démocratique quotidienne que l'on voit. Le pouvoir, on peut l'obtenir par la démocratie, mais il faut également l'exercer par la démocratie. Et c'est là le problème. On attend juste les élections, ou bien en tout cas que quelqu'un prenne le pouvoir par la force, parce que lors des élections, il y a les observateurs de la CEDEAO. Quand il y a un coup d'État, il y a des sanctions de la CEDEAO. Mais je crois qu'il faut voir la pratique de la démocratie quotidiennement, au jour le jour, par rapport aux décisions prises par nos chefs d'État. Quelquefois, c'est là où il faut agir. Mais si on attend les élections, parce que normalement une élection c'est un moment de respiration de la démocratie. Mais on constate qu'en Afrique, les élections c'est des moments d'étouffement de la démocratie. Parce que de toute façon, juste après les élections, il y a tellement de contestations, parce que ces élections ne se déroulent pas de manière... Mais tous les observateurs maintenant nous disent que les élections se déroulent de manière parfaite, etc. Seuls les peuples ne sont pas d'accord. Donc il faut aller vers une CEDEAO des peuples. Donc, qu'est-ce qui explique ce déphasage-là entre la CEDEAO et les peuples, M. Dramé? Puisqu'on a l'impression qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, que ce soit la CEDEAO et les peuples à la base. Bien sûr, c'est ce qui se passe. Les aspirations populaires ne sont pas souvent les aspirations de la CEDEAO. Nous venons de le dire tout à l'heure, la CEDEAO fonctionne comme une sorte de syndicat, en tout cas une association qui privilégie, en tout cas qui permet aux chefs d'État de se maintenir. Qu'importe leurs exactions qui sont commises sur le terrain. De plus en plus, il y a une aspiration populaire au niveau de l'Afrique, en tout cas, qui lutte contre l'impunité, qui lutte contre les reculs démocratiques et qui, des fois, ces aspirations sont un peu catalysées par les militaires pour imposer des coups d'État. Et quand cela est fait, on se rend compte, comme ce qui s'est passé en Guinée, que finalement des mandataires de la CEDEAO viennent et que ces mandataires soient hués par la population. Ça, c'est un signe très grave. C'est un signe qui montre que ces institutions sont désavouées par l'Afrique. Mais pour un peu revenir à notre criette là, la Cour je vous disais que l'objectif, la mission de ces cours peut être noble, mais c'est la façon de faire qui n'est pas conforme au principe d'une justice équitable. Très souvent, c'est l'inverse de ce qu'on appelle la charge de la preuve. Moi, je crois que la solution, c'est quand même qu'on mette sur pied une justice qui lutte contre l'enrichissement illicite, c'est très normal. Qu'on mette une cour qui lutte contre le terrorisme, c'est très normal. Juste pour une explication simple de la question de la charge de la preuve, pour que ceux qui nous suivent également puissent comprendre. Par rapport à ces cours-là, par exemple, si une personne X est accusée, que ce soit par exemple d'enrichissement illicite ou de crime financier, c'est plutôt à la personne accusée de prouver ce dont on l'accuse. La cour ne vient pas avec des preuves, dire que vous avez fait ça, ça et ça, mais on vous dit que par exemple, vous êtes riche,
ou bien cette fortune que vous l'avez de façon illicite. Prouvez que votre fortune n'est pas illicite. Donc, juste pour une petite précision du renversement de la preuve, et vous laissez terminer. C'est ça, et ce qui permet d'emprisonner n'importe qui qu'on veut. Et l'autre aspect, c'est la lutte contre le terrorisme, tel que défini par nos textes, permet aussi d'embarquer tout le monde vers, en tout cas, une présomption de terrorisme. Donc je dis que, mais le problème fondamental, en tout cas la solution, c'est que les juges qui sont chargés d'appliquer ces textes soient indépendants. Parce qu'au-delà de tout, il y a vraiment cette libre conscience du juge. Le juge doit statuer en bonne foi. Si la justice est libre, je crois que la justice permettra de régler ça. Mais pour que la justice aussi soit libre, il faut que ces juges soient mis dans des conditions d'indépendance. Par rapport à la nomination, par rapport à en tout cas, à l'aisance qui permet d'appliquer correctement la loi. Et pour ce qui est de la question du terrorisme, est-ce qu'elle n'est pas tellement sensible à tel point qu'elle ne devrait pas être utilisée peut-être à des fins politiques? Moi, je considère que les accusations contre Rekia Madougou au Bénin et contre également d'autres opposants, quelque part, et toutes ces lois-là qu'on est en train de mettre en place contre le terrorisme, mais c'est des lois liberticides. En tout cas, c'est ma position. Je considère que ces lois ont été mises en place juste pour être utilisées pour éliminer des opposants. Dans la pratique, c'est ce qu'on voit. Je ne peux pas imaginer Rekia Madougou, moi personnellement, je ne peux, mais bon, ma position n'est pas aussi importante que ça, mais je ne peux pas imaginer Rekia Madougou étant en train de fomenter un complot terroriste au Bénin. Je considère que le régime béninois, le président Patrice Talon, a utilisé le terrorisme, ces accusations de terrorisme pour éliminer Rekia Madougou, pour éliminer un adversaire politique. Et je considère également que la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, est un bon laboratoire pour les autres présidents qui vont essayer également de l'appliquer. On a vu la CREI au Sénégal, on a vu la CRIET, il y en a d'autres. Il y a la CRIEF en Guinée. Oui, il y a la CRIEF en Guinée. M. Dramé a parlé tout à l'heure de l'indépendance de la justice. Il est difficile en Afrique d'avoir des justices indépendantes telles que nos États sont organisés. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. On a un peu l'impression que le pouvoir exécutif phagocyte tous les autres pouvoirs et les vampirise quelque part. Et pour ce qui est de ce pouvoir exécutif qui favorise tous les autres pouvoirs, comme l'a dit M. Seck tout à l'heure, on a constaté aujourd'hui que beaucoup d'observateurs jugent que la justice béninoise est à la merci du président actuel, à savoir le président Talon. Aujourd'hui, qui en est à son deuxième mandat, il avait annoncé qu'il allait limiter ses mandats à 2, mais aujourd'hui, condamner des opposants à 10 ou 20 ans de prison, est-ce qu'on pourrait voir demain Bénin, Talon, autant pour moi, rempilé pour un autre mandat? Ce ne serait pas étonnant, d'autant plus que même pour les élections législatives aussi, il y a beaucoup de partis d'opposition qui n'ont pas pu, en tout cas, aller à ces élections, de telle sorte qu'il est largement majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Emprisonner les opposants est un autre signe manifeste. Ça ne m'étonnerait pas. Mais je crois qu'on peut emprisonner les opposants, mais je dis qu'il y a cette force, en tout cas africaine, populaire, qui actuellement n'accepte plus certaines choses. Et malheureusement, si les opposants qui sont capables de porter la voix sont emprisonnés, très souvent avec cette manifestation populaire couplée à des risques terroristes qui sont à côté, cela peut déboucher sur des crises majeures au niveau du Bénin et ce serait regrettable. On espère qu'au Bénin, au lieu de crise, ça va conduire plutôt à ce que le pays redevienne cette vitrine-là de la démocratie en Afrique subsaharienne qu'on lui connaissait. Malheureusement, on en est à la fin de cette émission-là. Je rappelle que nous recevions M. Mamadou Seck, qui est spécialiste en géopolitique. Merci encore d'avoir été avec nous. Je serai toujours disponible pour vous le savez bien. Un grand plaisir. Merci également à M. Amadou Dramé qui était également avec nous, qui est spécialiste en géopolitique sous-régionale. Merci également à vous d'avoir été avec nous. Merci, ça fait un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Merci également à notre équipe technique et merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.